Moi, je pense que le Trumpisme, au sens de la transformation du parti républicain, éloigné du parti de Reagan et vers ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là pour durer. Et bizarrement, Trump se méfie davantage de Vance que de Rubio. Mais bon, c'est cohérent, puisque Vance, c'est quelqu'un qui s'inquiétait de savoir si Trump pouvait devenir le Hitler de l'Amérique avant de finalement devenir son plus grand fan. Ce qui est fondamental comme différence entre le second mandat et le premier chez Trump, et là où il a changé, c'est qu'il ne peut pas se représenter, il le sait, il n'a pas envie, il a l'air et il est avant tout préoccupé par son héritage, par la marque qu'il va laisser dans l'histoire. Bonjour Maya. Bonjour. Maya Candel, tu es historienne, spécialiste des États-Unis. Tu es née aux États-Unis, mais tu es d'un père américain, mère française, mais tu as grandi en France et tu es installée en France. Tu es une spécialiste des États-Unis, de la politique étrangère américaine, et tu as publié récemment ce livre, Une première histoire du Trumpisme, c'est chez Gallimard. Et qui va nous aider, je pense, à comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vu la place et le grand chambardement qu'est en train d'effectuer Donald Trump. En fait, Trump reste un mystère. Il a été président une première fois, il est de nouveau président. Il ne fait pas la même chose entre le premier et le deuxième mandat. Et on a encore du mal à définir. Alors toi, tu fais une première histoire du Trumpisme. Est-ce que tu as une définition du Trumpisme ? Alors, je dirais que le Trumpisme, la manière dont je l'étudie et je le définis dans le livre, c'est vraiment la rencontre entre un homme, donc Donald Trump, un certain nombre d'idées fixes ou d'obsessions politiques qu'il a de très longue date, parce que c'est quelqu'un qui avait envisagé la politique dès les années 80, et des ambitions politiques, des intuitions politiques qui ont vraiment redéfini le Parti républicain, complètement transformé le Parti républicain. Donc c'est la rencontre entre cet homme, cette espèce de corpus que je définirai après, et un socle électoral qu'il a mobilisé, et qui est un socle électoral un peu différent et qui s'est renforcé en fait au fil des 3 élections présidentielles auxquelles il s'est présenté, et qui l'a aussi redéfini la politique américaine. En tout cas, c'est toujours pareil, j'ai appelé le livre Une première histoire, parce qu'évidemment c'est un phénomène qui est une histoire qui est toujours en cours. Mais on observe quand même un très fort réalignement politique, une redéfinition des grandes lignes des 2 partis aux États-Unis et aussi de la politique étrangère, parce que le Trumpisme, dès l'origine aussi, comme il est très question d'identité américaine, bien sûr, puisqu'il y a cette dimension anti-immigration qui est fondamentale dans sa première campagne, l'identité, elle est toujours liée au rapport au monde. Donc c'est vraiment un mouvement aussi où il est question du rapport au monde des États-Unis. Et là aussi, c'est vraiment, je pense, dès la première élection, une rupture. Mais là où c'est compliqué de définir, et je reviens à ta question, c'est que dans le Trumpisme, il y a Trump. Et c'est vraiment la part qui est irréductible à un système idéologique très, très construit, parce que Trump n'est pas un idéologue ni un intellectuel d'ailleurs, même s'il a un certain nombre d'idées fixes. Oui, mais c'est le grand mystère de Trump. C'est comment cet homme qui, quand on l'observe, et moi je regarde toutes ses interventions, ses conférences de presse, ses discours en public lors des meetings, puisqu'il continue à être en campagne électorale permanente, c'est quand même très, très simpliste, c'est un vocabulaire très réduit. Effectivement, ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un homme qui agite des concepts. Comment il a eu cette emprise sur le Parti républicain ? Comment il a conquis le Parti républicain ? Parce que et comment surtout il garde cette emprise sur le Parti républicain ? Moi, peut-être que comme beaucoup de gens, je pensais qu'après sa défaite face à Biden, il était fini, il réussirait jamais à faire un comeback. Or, le parti, il a gardé cette emprise et il s'est fait réélire. Ouais. Non, il y aurait un essai en plus à faire. C'est une question que je traite aussi dans le livre, mais Trump, il incarne vraiment une forme de charisme
dans l'ère médiatique actuelle. Pour le définir, il faut regarder son pédigré. C'est comme quelqu'un qui arrive en 2016, quand il est élu, il a déjà 70 ans. Là, il va sur ses 80 ans. Donc, tout ce qu'il a fait avant dans sa vie, évidemment, ça compte. Et je pense que les deux choses qui le définissent le plus, par rapport à sa vie professionnelle antérieure, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires, et c'est un homme de médias. Ça, c'est une dimension qui est vraiment présente dès l'origine. Et même, je pense que c'est peut-être une de ses principales expertises, sinon sa principale expertise, la communication, les médias. Parce que finalement, dans ses affaires, alors bon, certes, c'est quelqu'un qui a érigé un certain nombre de grandes tours avec son nom en lettres dorées géantes, mais c'est, contrairement à cette légende qu'il a construite sur lui-même, il se présente comme un self-made man à succès. C'est ni un self-made man, puisque c'est quelqu'un qui a hérité de son père une entreprise et un certain nombre de millions, les chiffres varient, mais c'est minimum 100 millions de dollars. Il a hérité de l'entreprise, l'organisation Trump. Son père lui-même avait hérité de terrain de son propre père. Enfin voilà, c'est pas du tout un self-made man. Et puis le côté à succès, là aussi, il faut relativiser. Il a fait beaucoup de faillites. Et dans ce qui a redressé ses finances, il y a d'une part la télévision au début des années 2000, qui est vraiment ce qui va relancer sa carrière, cette émission de télé-réalité. Et puis, il y a aussi un certain nombre de flux financiers opaques dont on n'a pas encore trouvé toutes les origines. Donc voilà. Mais je crois que cette expertise médiatique, elle est vraiment importante parce que c'est vraiment quelqu'un qui a non seulement... Dans son premier livre, L'art de la négociation, il disait qu'il avait hésité avec une carrière d'acteur. Et en même temps, dans ce même livre, pour faire la promotion de ce livre qui sort en 1987, il va aussi se présenter à ce moment-là pour la première fois, ou en tout cas évoquer l'idée de se présenter aux primaires républicaines. Donc c'est quelqu'un qui a toujours eu cette ambition aussi, à la fois de comédien, le côté show business l'a toujours extrêmement attiré, et de politique. Les deux étant quand même de plus en plus liés en plus aux États-Unis. Mais le fait d'essayer de définir le Trumpisme, c'est aussi dû au fait que entre le premier et le deuxième mandat, donc avec l'intermède de Biden au milieu, on n'a pas le même homme, on n'a pas la même politique, on n'a pas le même entourage. Et ça questionne quand même sur l'épine dorsale de cet homme. Est-ce qu'il a une structure politique ou est-ce qu'il s'adapte en évoluant ? Alors, peut-être je peux revenir un peu alors, peut-être pas toutes les origines, parce que ça, c'est toute la première partie du livre, mais c'est vrai que l'élection de Trump en 2016 a été une surprise, y compris pour lui. Y compris pour lui, c'est ce qu'on a dit à l'époque. Voilà, il ne s'attendait pas forcément à gagner. Ça ne veut pas dire qu'il a tout improvisé. Encore une fois, c'est quelqu'un qui s'est préparé, il a pensé à se présenter à la fin des années 2000, il avait écrit un autre livre de campagne, il avait écrit une tribune à l'époque dans le Wall Street Journal disant les États-Unis ont besoin d'un homme d'affaires comme moi pour diriger le pays. À ce moment-là, il pense au Reform Party, qui est le tiers parti de Ross Perot, qui avait... En fait, dans les années 90, en 1992, on a eu le candidat de tiers parti qui a fait le plus haut score du XXe siècle. Et donc, il a senti aussi une ouverture. C'était ce milliardaire texan, Ross Perot, qui a fait presque 20% des suffrages. Et beaucoup disent que c'est grâce à cette candidature que Clinton a gagné. Bush père a perdu sa réélection. Trump, ensuite, dans les années 2000, il passe au Parti démocrate. Il a une brève période où il est démocrate. Il est même assez enthousiaste. Il se rapproche de Hillary Clinton, qui à l'époque habite à New York, puisqu'elle est sénatrice de l'État de New York. Et finalement, en 2008, il rebascule côté républicain. En fait, ça paraît anecdotique aujourd'hui, mais c'est intéressant quand même. Il est même très enthousiaste au début vis-à-vis d'Obama. Sauf que c'est l'époque de la grande crise financière 2007-2008. Et à un moment, Obama utilise l'exemple de Trump
pour dire on a un système bancaire financier qui est complètement dysfonctionnel, puisque quelqu'un comme Trump, qui est déjà millionnaire, peut faire faillite et s'en sortir, alors qu'il y a à ce moment-là des dizaines, des centaines de milliers d'Américains qui perdent leur emploi, qui se retrouvent à la rue, etc. Donc, Trump prend ça très mal. Et il rebascule côté républicain. Et à partir de là, il va vraiment commencer à approcher de manière assez méthodique tous les groupes d'intérêt influents côté républicain, en particulier les leaders des évangéliques. Puis il s'intéresse à l'émergence du mouvement Tea Party, qui est vraiment un peu le mouvement qui explique aussi l'ascension de Trump. Alors c'est un mouvement politique très fort. Une de ses égéries, c'est Sarah Palin, qui était la colistière de McCain en 2008. Palin, elle a un côté un peu... elle préfigure Trump aussi. C'est cette figure très populiste, justement, qui parle beaucoup de sa religion, de ses très nombreux enfants, de ses très nombreuses armes aussi. Et puis, elle a ce côté anti-élite. Elle critique les médias très fortement. Et... Bon, il y a aussi une dimension raciste dans le mouvement Tea Party, qui est une réponse d'une certaine fraction de la population américaine face à l'élection du premier président noir. C'est une dimension importante. Et en fait, Trump, à ce moment-là, donc, il anime cette émission de télé-réalité, The Apprentice, avec un succès énorme. Il devait faire une saison, c'était l'émission qui devait prendre la relève de la série Friends, donc qui venait de se terminer après 10 ans. Donc il y avait un enjeu important. L'idée était de voir plusieurs millionnaires, hommes d'affaires se succéder. Et puis Trump va tellement s'épanouir dans ce rôle, et surtout avec un grand succès, qu'il va faire 14 saisons. Et c'est important parce que c'est vraiment dans cette émission en fait, qu'il construit cette image de self-made man, businessman à succès, dans sa tour pleine de dorures, etc. Et le côté j'ai de l'autorité, you're fired. Exactement. Voilà, il y a ce côté bravache, cette manière de congédier les gens, et puis comment dire, aussi d'avoir un franc-parler total, voire une certaine vulgarité, mais qui passe pour de l'authenticité. Il y a un côté très Berlusconi aussi chez Trump. Et puis, il continue à faire ce qu'il a toujours fait, en revanche, ça, dès la fin des années 80, c'est-à-dire intervenir dans des talk-shows, à la radio, puis sur Fox News, sur tous les sujets, le nucléaire, l'Union soviétique, à la fin de la guerre froide, mais de plus en plus à cette époque-là, ce qui est son obsession de plus longue date. Il y en a deux en fait. C'est d'une part l'obsession du déficit commercial, et donc il dit que le libre-échange est mauvais pour les États-Unis, que les pays profitent de cet accès au marché américain. Donc il y a cette obsession. Ça reste une constante jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Et l'autre constante qui est importante aussi, qu'on retrouve déjà à la fin des années 80 quand il publie cette première lettre ouverte d'engagement un peu politique, c'est une obsession vis-à-vis des alliés des États-Unis qui seraient des alliés ingrats, qui profitent des largesses des États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin des années 80, il parlait de l'Arabie Saoudite et du Japon. C'est une grande époque d'angoisse aux États-Unis, de déclin vis-à-vis du Japon. Et en fait, à partir du tournant à la fin des années 90, début des années 2000, il parle de l'Europe. Et il commence à parler de l'OTAN également. Donc ça, c'est vraiment deux idées fixes. Et pour ne pas faire trop long, à la fin des années 2000, début des années 2010, il commence à fréquenter davantage il rencontre Steve Bannon en 2011, il rencontre Sarah Palin, il s'inscrit sur Twitter, qui s'appelle encore Twitter à l'époque, et il commence à découvrir, il reprend aussi cette théorie du complot qui est sur Obama, qui prétend qu'Obama ne serait pas né aux États-Unis et serait donc illégitime. Et en fait, il constate, à la fois dans les émissions, mais aussi en particulier sur Twitter, l'écho qu'il rencontre avec ça. Il se rapproche aussi de ces figures importantes du mouvement Tea Party, où cette angoisse de déclin, le racisme et cette préoccupation pour l'immigration sont importantes aussi. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il va commencer vraiment à parler de ces sujets. Après, le contexte plus large, qui est important aussi et qui revient
qui est décisif pour sa victoire en 2016, au moment des primaires, parce qu'il est face à énormément de candidats, il n'est pas du tout favori. Ouais. Mais en fait, il fait vraiment, à ce moment-là, une campagne populiste, au sens propre, c'est-à-dire qu'il s'en prend aux élites du Parti républicain, qui sont à l'époque extrêmement déconsidérées, à la fois par les aventures militaires de Bush au Moyen-Orient, donc les guerres déclenchées après les attentats du 11 septembre, mais aussi, bien sûr, la crise économique de 2007-2008. Et en fait, il va incarner ce rejet des élites du Parti républicain, et aussi avec ce côté très showman, attirer des gens qui ne votaient plus ou qui n'avaient jamais voté, et convaincre aussi un certain nombre, au-delà du Parti républicain, un certain nombre d'indépendants sur l'économie, parce qu'il a aussi cette image de businessman pragmatique qui aurait réussi. Et donc, on est déjà à l'époque aux États-Unis dans un contexte de fatigue vis-à-vis des partis traditionnels, de rejet anti-système. Il faut se souvenir, en 2016, la primaire démocrate est très disputée aussi entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Donc, on a ce phénomène des deux côtés du spectre aux États-Unis. Mais ce qui est aussi très étonnant et qui est en rupture avec une certaine vie politique américaine précédente, c'est que il peut faire les pires extravagances et tout lui est pardonné. Le mensonge, l'adultère, la grossièreté, des choses qui... moi j'ai grandi avec l'idée qu'un candidat américain qui avait une aventure extra-conjugale était tout de suite hors course. Et là, on a un homme qui est accusé de viol et il y a cette fameuse vidéo dont on pensait qu'elle aurait pu le tuer, où il dit grab the pussy. Comment l'Amérique a changé à ce point pour adhérer à un homme qui casse tous les codes? Alors, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'en 2016, il a perdu le suffrage populaire d'abord. Oui. Hillary Clinton avait 3,5 millions de voix de plus que lui. Donc, c'est important. Il a gagné grâce à ce système indirect. Et vraiment, ça s'est joué à quelques dizaines de milliers de voix dans 3 États clés. Donc, il n'y avait pas un soutien massif du tout en 2016. D'autre part, je pense que Hillary Clinton a perdu, à cause du système électoral, mais aussi elle a perdu davantage parce que c'était Hillary Clinton, parce que c'était une Clinton, plutôt que parce que c'était une femme, même si la dimension est quand même importante. On me le disait encore il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Enfin voilà, c'est quand même nous non plus, on n'a jamais eu de femme présidente, mais enfin bon, bref, aux États-Unis non plus. Et donc évidemment, ça a joué, mais il faut voir aussi que je pense aussi tout simplement la dimension de rejet du système. Elle est déjà vraiment très forte aux États-Unis à ce moment-là. Je ne dirais pas qu'elle est moins forte aujourd'hui, mais elle est très forte à ce moment-là. Et parce que c'est un pays qui, en 2016, c'est un pays qui est en guerre depuis 15 ans. C'est un pays où l'espérance de vie recule pour la première fois depuis un siècle, et le seul pays parmi les démocraties libérales et dans le monde globalement, dans des pays qui ne sont pas en guerre, même si les États-Unis sont un pays en guerre. Et je crois que il y a aussi le fait, la campagne de 2016 aussi, il faut se souvenir à quel point l'ensemble des médias étaient contre Trump, qui lui faisait sa campagne beaucoup sur les réseaux sociaux, où d'ailleurs il a eu aussi un petit coup de pouce des Russes également. C'est-à-dire il y a un ensemble il y a une conjonction de planètes qui fait que il est élu en 2016. Après, le phénomène suivant, qui est l'élargissement impressionnant de son socle électoral au fil des cycles suivants, c'est encore un autre sujet. Mais je crois qu'en 2016, il y a cette part de hasard, il y a le fait qu'il ne remporte pas la majorité des suffrages, tout simplement. Et puis, il y a on entre à ce moment-là dans cette époque où
le rejet du système fait qu'un certain nombre de gens dans l'opinion sont prêts à embrasser des gens qui, par leur vulgarité, par cette espèce de côté bravache même face au scandale, remportent au moins le bénéfice du doute dans cette idée qu'ils vont pouvoir changer les choses. Il y a vraiment cette conviction à ce moment-là qu'il peut être un agent du chaos qui va changer les choses aux États-Unis. Ouais. Alors venons-en à la politique étrangère de Trump. Quand il arrive au pouvoir la première fois, donc en 2016, est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a comme principe, qu'est-ce qu'il a comme vision du monde? Je crois qu'en 2016, quand il arrive, il n'est pas prêt du tout. Oui. C'est la grande différence avec le second mandat, c'est que non seulement lui est beaucoup plus préparé, il a une équipe préparée, il connaît mieux les dossiers, il comprend le fonctionnement de Washington, qu'il ne maîtrise pas complètement à l'époque. Donc je dirais qu'il arrive vraiment avec ces trois idées fixes sur le fait que il faut revoir il faut fermer le pays à l'immigration, il faut mettre il faut changer de politique économique et commerciale et établir le protectionnisme, et il faut revoir les bases de la politique étrangère américaine telles qu'elles ont été définies depuis la fin de la guerre froide, qui était déjà une extension des grands piliers de la politique étrangère, très internationaliste, appuyé sur les alliances, considérer les alliances comme des multiplicateurs de puissance plutôt que des boulets, etc. Mais pour le reste, quand on regarde les premières nominations, les nominations de sa première année en tout cas, on a des gens avec des profils très variés. On a Rex Tillerson qui est un businessman, on a quelques anciens néoconservateurs ou républicains très faucons, très va-t-en-guerre, mais qui ne se sont pas élevés contre lui. Et puis on a des figures des proches, comme Lisa McMahon, qui est toujours dans sa deuxième administration, qui est la femme de Vince McMahon, celui qui a fondé les matchs de catch aux États-Unis. Donc ça, c'est l'ancienne vie de Trump. Il n'oublie pas ceux à qui il a fait des promesses pendant sa campagne. C'est un point que j'ai peut-être pas assez évoqué, c'est que il a étudié quand même, il a fait des promesses aux personnes qui représentent les principaux groupes d'intérêt du Parti républicain. Donc il a fait des promesses aux évangéliques, il a fait des promesses à Leonard Leo et la Federalist Society, qui sont ces juristes qui, en fait, depuis les années 60-70, veulent transformer la Cour suprême et les cours inférieures pour revenir sur les acquis de cette cour très progressiste des années 60-70, donc droit à l'avortement, d'autres décisions aussi plus économiques. Et donc, il nomme un conseil religieux à la Maison-Blanche. Voilà, il donne des gages un peu à tous ces groupes, les groupes pétroliers, bien évidemment, aussi. Mais on a en fait... La première année de Trump, il y avait cette lecture à l'époque, mais qui est très juste, qui était de dire, voilà, il y a encore des adultes dans la pièce. Les adultes dans la pièce, c'était un cliché de la première partie de mandat, qui n'était pas faux. C'est que c'était des gens qui avaient de l'expérience, comme d'anciens généraux, comment s'appelait-il, qui était le secrétaire général de la Maison-Blanche? Il y avait le général Kelly, Tillerson, qui avait dirigé une entreprise pétrolière, des gens qui avaient de la bouteille dans la gestion de crises ou de situations complexes. Et ça, c'est une idée qui a été abandonnée. On a l'impression qu'il s'est débarrassé des adultes dans la pièce. Il s'était débarrassé assez rapidement. Il y a eu un turnover très important et il s'est débarrassé, parfois de manière très lapidaire, voire irrespectueuse, par tweet. Il a congédié Tillerson par un tweet. En plus, il rajoute toujours une petite mention. De toute façon, il était nul. Et, alors que c'était, dans certains cas, le général Mattis, par exemple, qui lui est resté un peu plus longtemps, qui a fini par démissionner
quand Trump a décidé d'abandonner les Kurdes, sur lesquels les États-Unis s'étaient beaucoup appuyés en Syrie. Il a quand même ajouté, donc Mattis, quelqu'un de très respecté, décoré, un peu l'intellectuel du Pentagone, etc., qui a démissionné lui-même pour protester contre cette politique et que Trump a quand même dénigré de la même manière que les autres. Mais petit à petit, il a remplacé ces adultes, ces gens qui, pour certains, donc il y avait des pragmatiques, mais il y avait des businessmen comme Tillerson, mais il y avait aussi des gens qui considéraient qu'ils devaient protéger la Constitution, les intérêts du pays contre ce président très peu orthodoxe, qui risquait de porter atteinte en fait au système américain, etc. Mais petit à petit, en fait, sur la fin du mandat, déjà du premier mandat, il n'y a plus vraiment d'adultes et Trump fait déjà beaucoup plus ce qu'il veut. Et en maintenant cette espèce d'emprise, parce que c'est difficile il y a une dimension sectaire dans le soutien à Trump, dans le soutien minoritaire à Trump, parce que le noyau dur de ses partisans, de gens qui le suivent, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est 30% environ. Après, il y a d'autres groupes qui s'agrègent pour différentes raisons. Mais qu'est-ce qui se passe entre le premier et le deuxième mandat pour qu'ils reviennent avec beaucoup plus structuré, avec à la fois une doctrine et des hommes qui l'accompagnent? Est-ce que c'est simplement le fait que la Heritage Foundation, avec le projet 2025, lui apporte cette structure programmatique? Est-ce qu'il y a de nouveaux groupes qui s'agrègent autour de lui? Comment ça se passe entre les deux mandats pour que ça change? Il y a deux choses qui me semblent très importantes. D'une part, pendant le premier mandat, il a méthodiquement, avec ses fils et un certain nombre d'alliés politiques, il a pris la main sur les instances du Parti républicain, non seulement au niveau fédéral, mais dans les États. Donc ça, c'est déjà un point qui est important. Mais surtout, en fait, on a, dès son élection fin 2016, un certain nombre d'intellectuels ou d'activistes du Parti républicain très conservateurs qui observent la manière dont Trump a gagné et surtout a mobilisé ses électeurs qui ne votaient plus. Parce qu'il y avait une inquiétude quand même, je ne vais pas faire une digression trop longue, mais au début des années 2000, il y a un livre qui était sorti, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque aux États-Unis, dans les milieux politiques, qui parlait d'une majorité démocrate émergente. Et c'était l'idée, pour simplifier à l'extrême, qu'avec l'évolution notamment de la démographie aux États-Unis, mais aussi de la géographie électorale dans les villes, etc., et l'immigration, le Parti démocrate allait avoir une majorité structurelle en quelque sorte. Permanente. Voilà. Et donc, il y avait une inquiétude très forte côté républicain qui a tâtonné avec plusieurs personnes qui voulaient, par exemple, changer, justement, avoir une position plus ouverte vis-à-vis de l'immigration latino pour essayer de gagner les électeurs hispaniques. Rubio faisait partie de cet effort au début des années 2010. Bon, il a bien changé. Mais il y avait, voilà, et un certain nombre de gens observent, à commencer par Steve Bannon, qu'en fait, il y a un réservoir de voix. Lui, il appelait ça les missing white voters, les électeurs blancs manquants, que Trump a réussi à mobiliser avec son discours en particulier sur l'immigration et la défense de l'homme blanc perdant de la mondialisation. Et donc, en fait, c'est pour revenir donc, à la fin 2016, donc, un certain nombre d'activistes se réunissent pour essayer de théoriser en quelque sorte les intuitions, les slogans de Trump et de redéfinir le Parti républicain. C'est une forme de théorisation à rebours pour avoir des grandes lignes qui collent à ce nouveau socle électoral en quelque sorte pour pouvoir continuer à le mobiliser et l'élargir. Et ces gens travaillent en particulier à l'époque avec un centre de réflexion, un think tank qui s'appelle l'Institut Clermont, qui est sur la côte ouest, donc en Californie. Bon, c'est intéressant parce que
il vient d'une scission des néoconservateurs qui s'étaient pour l'essentiel regroupés sur la côte Est au sein de l'American Enterprise Institute. Moi, je ne veux pas aller trop loin dans l'histoire des idées, mais ce centre de réflexion est très important parce qu'il va être le premier à se rallier à Trump avant même sa victoire. Ce sont les seuls vraiment qui, dans cet univers intellectuel, les think tanks très importants aux États-Unis, ce sont eux qui font les politiques et qui fournissent le personnel. Et donc, ils se rallient avant et ils vont vraiment devenir le fournisseur idéologique du Trumpisme. Ils fournissent des idées, ils fournissent des papiers. Bannon piochait déjà dans certaines choses qu'ils écrivaient depuis des années sur l'État administratif, le deep state, etc. Et ils sont financés par un milliardaire qui a, comme souvent aux États-Unis, mais autour du Claremont et progressivement de davantage de centres, et la Heritage arrive beaucoup plus tard, ils vont créer un mouvement, le mouvement national conservateur, qui va en fait structurer, fédérer, et ensuite, entre les deux mandats, en ajoutant d'autres centres, préparer le second mandat. Et en fait, ça a été mon principal terrain et c'est aussi beaucoup là-dessus que je m'appuie pour écrire le livre, puisque j'ai assisté à leurs réunions depuis, alors pas la première fin 2016, mais ensuite quand ils commencent vraiment à structurer en 2019. Je suis allée à chacune de leurs grandes conférences et en fait, c'est comme ça que j'ai vu émerger toutes les figures qu'on retrouve ensuite dans l'administration. Alors, il y a une figure importante qui est présente dès l'origine, c'est Peter Thiel, qui est important à mentionner parce que donc Peter Thiel, qui est ce milliardaire cofondateur de PayPal et fondateur surtout de Palantir, qui est aujourd'hui une entreprise omniprésente, clé aussi bien dans de nombreuses administrations de la Maison-Blanche, dans l'effort dans l'effort de guerre. De guerre, bien sûr. C'est Palantir qui définit les cibles en Iran aujourd'hui. Absolument. Palantir qui travaille aussi pour le gouvernement israélien, pour le gouvernement japonais, enfin pour toutes sortes qui vend... Pour la DGSI en France. Pour la DGSI en France. Mais qui a aussi fourni les applis qui permettent, qui facilitent l'effort de déportation, enfin de rafle en fait, et de déportation et d'arrestation qu'on a aux États-Unis aujourd'hui. Bref, donc une entreprise importante. Et le ralliement de Thiel était important en 2016. C'était la seule figure vraiment importante de la Silicon Valley à embrasser Trump. Il avait parlé à la convention républicaine. Il était le seul, alors que tous les autres, comme Zuckerberg, soutenaient les démocrates, soutenaient Clinton à l'époque. On avait, depuis Clinton, exactement, la Silicon Valley était plutôt... Enfin, y compris les patrons, parce qu'il faut toujours faire la distinction entre les gens l'élu de la Silicon Valley, enfin du district de la Silicon Valley, c'est un des plus progressistes du Congrès, c'est Ro Khanna. Mais effectivement, si on parle au niveau de ceux vraiment des patrons, CEO et capital risque, ils étaient jusque-là, y compris Musk d'ailleurs, plutôt, et Musk encore pendant quelques années, ils étaient plutôt démocrates. Donc en 2016, on a Peter Thiel qui finance depuis longtemps beaucoup de causes ultra-conservatrices. Et donc ce mouvement national conservateur qui se consolide, qui s'élargit, qui vraiment rassemble tous les courants de la droite, en fait, parce que un point quand même qui est important, c'est que Trump a mobilisé, y compris jusqu'au milieu suprémaciste blanc. On a vu en 2016 des gens liés au Ku Klux Klan ou se réjouir de son élection. C'est des courants qui ont toujours existé aux États-Unis, certes, mais avec Trump, c'est la première fois qu'il rentre à la Maison-Blanche. Donc il y a aussi une normalisation de ces courants avec Trump et surtout... avec l'utilisation de son fil Twitter pendant tout le premier mandat, il va élargir et banaliser un peu un certain nombre de propos et étendre l'audience en fait de tous ces courants. Mais il surprend quand il arrive au pouvoir la deuxième fois, y compris les dirigeants européens, par exemple, qui ne s'attendent pas à une vision aussi radicale, aussi structurée
de ce qu'il va faire et de la manière dont il veut établir une hégémonie américaine, la réhabilitation de la doctrine Monroe, qui s'appelle maintenant Donroe, comme Donald, etc., etc. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on soit encore surpris par tout ça? Alors, c'est une bonne question parce que franchement, entre les deux mandats, donc il y a tous ces groupes parce que j'ai parlé beaucoup du Clermont, mais il y a aussi d'autres, par exemple Stephen Miller, qui est une des figures les plus importantes depuis le premier mandat, crée un groupe de pression, un super PAC, et aussi participe à une autre institution qui se crée à Washington. C'est-à-dire qu'on a les anciens de Trump 1, ceux qui ne sont pas partis après l'assaut sur le Capitole du 6 janvier, qui vont créer aussi des centres qui vont préparer le second mandat. Parce que donc, Trump a la main sur le Parti républicain, sa popularité baisse un peu après l'assaut sur le Capitole, mais remonte immédiatement. Comme on sait, les poursuites engagées par le procureur spécial, etc., n'aboutiront pas parce qu'ils vont trop lentement et qu'il manque un peu de courage. Aussi, il faut le dire. Et donc, Trump, assez rapidement, revient. Après, pourquoi les Européens ont été surpris? Peut-être qu'ils se berçaient d'illusions, ils voulaient tellement croire que Trump n'avait été qu'une exception. Je pense effectivement que beaucoup de gens ont préféré, y compris aux États-Unis au début, on préférait tourner la page de Trump, mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas des travaux et des articles. Pour le coup, j'ai beaucoup écrit là-dessus en 2022, 2023, 2024, et parfois on me disait mais non, mais pas du tout, il va jamais revenir, etc. Ou alors il n'est pas préparé. Enfin, et en fait, tous les signes étaient là. Trump a commencé, J.D. Vance avec l'aide de Peter Thiel se fait élire fin 2022. Trump lance sa campagne à ce moment-là, et dès le début 2023, on voit, et c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est que à chaque nouvelle inculpation mise en cause dans un procès, sa popularité augmente. Et il utilise ça pour de nouveau asseoir son ascendant et dire toujours, regardez, cette justice démocrate, voilà, je suis victime du système et je serai votre bouclier, je vais me battre pour vous, contre ce système injuste, etc. Et ça marche. L'une de ses forces, c'est aussi d'avoir quand même réussi à fédérer des gens qui pourraient être en apparence contradictoires, parce que la Silicon Valley qui se rallie à lui assez massivement, à commencer par Elon Musk pendant la deuxième campagne électorale, enfin la troisième campagne électorale, puisqu'il y a eu celle de 2020. Mais d'un côté, il y a ces milliardaires de la tech qui ont un agenda qui est très précis. D'autre côté, il y a la base MAGA, il y a Steve Bannon, il y a encore tous ces gens-là qui ne sont pas, a priori, tout à fait compatibles. Non, absolument. Et d'ailleurs, ils étaient unis dans la conquête du pouvoir. Ils sont beaucoup plus divisés depuis qu'il est revenu aux manettes. Bon, c'est un grand classique. Mais effectivement, en fait, il garde cet ascendant charismatique, mais aussi vis-à-vis des évangéliques, par exemple, qui sont vraiment la principale base du Parti républicain. Trump a rempli ses promesses. C'est le premier président républicain. Tous les présidents républicains, depuis Reagan, avaient fait un certain nombre de promesses, par exemple, parce que la cause d'Israël est très importante pour cet électorat. Donc, depuis Reagan, il y avait toujours cette promesse de retransférer l'ambassade à Jérusalem. À chaque fois, les présidents élus, Reagan, Bush, père-fils, ne le font pas. Trump le fait. D'ailleurs, l'ambassadeur à Jérusalem, Mike Huckabee, est un évangéliste. Absolument, c'est vraiment un sioniste chrétien. Oui, assez radical dans ses visions, puisqu'il il va plus loin que Netanyahou dans les frontières qu'il envisage pour le Grand Israël. Complètement. Trump remplit ses promesses aussi vis-à-vis des gens, de tous ces conservateurs très attachés à la transformation de la Cour suprême. Il va avoir de la chance aussi. Il nomme 3 juges à la Cour suprême. Ça aboutit à la décision qui annule Roe v. Wade et donc le droit fédéral à l'avortement. Donc il remplit un certain nombre de promesses. Donc il garde cet attachement-là, donc de ces gens-là. Et puis après, il y a aussi... On pouvait observer déjà en novembre 2020 à quel point il avait élargi son socle électoral et confirmé un certain nombre
de constats qui avaient été faits en 2016. Par exemple, que la nouvelle fracture principale aux États-Unis était, donc il y a l'opposition ville-ruralité, très clairement, et c'est aussi ça qui donne un avantage au Parti républicain au niveau du collège électoral. Mais il y avait aussi, surtout, puisque ça s'est accentué encore en 2024, la fracture sur le niveau de diplôme. Et on voyait que Trump réussissait toujours à mobiliser encore plus ces catégories-là qui revenaient voter pour lui. Et l'autre chose, je pense que si l'élection, enfin un point qui a beaucoup changé le paysage politique en aidant Trump aussi, en accentuant son emprise, c'est la pandémie de Covid aux États-Unis et la manière dont ça a été géré de manière extrêmement polarisée. Et ce qui fait que c'est allé plus loin qu'en France. Par exemple, les démocrates étaient, par opposition à Trump, étaient tellement dans la précaution que, par exemple, les écoles publiques dans certains États sont restées fermées 18 mois. C'est énorme. Nous, en France, les écoles ont rouvert dès fin juin et ensuite, en septembre, il y a eu une rentrée normale. Et quand on a des enfants petits et qu'on travaille aussi, c'était un point extrêmement important. Et ça a expliqué, par exemple, la vigueur de mouvements comme les Moms for Liberty, des mouvements qui sont partis vraiment de groupes d'écoles. Mais ça explique aussi, par exemple, Musk commence à basculer, en fait, au moment du Covid aussi, parce qu'il ne supporte pas les injonctions en Californie au télétravail, etc. Bon, il y a un cas particulier qui est le cas de sa fille trans, qui fait qu'il est devenu... il a écrit des trucs très radicaux. Il a dit les woke ont tué mon fils. Enfin bref, ça l'a fait complètement basculer aussi. Donc il y a ce point-là. Et puis sur la Silicon Valley, c'est quand même important parce que on l'oublie un peu. Toutes ces figures de la Silicon Valley, hormis Thiel, qui avait donc soutenu Trump dès 2016, mais tous les autres ont d'abord soutenu des candidats républicains, tous les candidats républicains qui n'étaient pas Trump. Donc Ron DeSantis et Musk avait lancé sa campagne, Vivek Ramaswamy, Robert Kennedy Jr. Quand il a quitté le Parti démocrate. Et une des raisons, c'est que l'administration Biden a lancé la plus grande offensive anti-monopole depuis des décennies. Qui était une offensive dirigée contre les grandes entreprises de la tech. Donc il y a vraiment... ils ont beau habiller ça d'une autre manière après coup. Oui, ils sont allés en fonction de leur intérêt du moment. Absolument. Je crois que quand même, il faut pas l'oublier. Et même Musk, qui finance le parti ou des causes, des PAC, des super PACs, les comités d'action politique républicains, dès les élections de mi-mandat 2022, lui encore, une fois, il soutient tous les candidats qui ne sont pas Trump. Même en avril, quand Trump semble s'imposer déjà aux primaires, enfin Trump s'est imposé à ce moment-là déjà aux primaires, il continue à financer les comités d'action politique républicains, mais il ne veut pas que ça se sache. Et c'est vraiment l'attentat manqué contre Trump en Pennsylvanie qui fait qu'il va... pour la première fois publiquement, dire qu'il soutient Trump. Bon, ensuite, il va à fond, il fait campagne pour lui, il met 300 millions de dollars, etc. Mais ça, c'est peut-être lié aussi à ses problèmes psychologiques et son... Enfin bref. Il reste quand même pas mal de choses inexpliquées, par exemple son rapport à la guerre. Alors, on a fait tout un discours lors du premier mandat sur le fait que c'était le président qui n'aimait pas la guerre. Il y a eu cet épisode avec l'Iran d'ailleurs qui était très intéressant où les Iraniens démolissent un drone américain, un gros drone, donc c'est plusieurs dizaines de millions de dollars, et Trump est sur le point de riposter. Et il annule la riposte au dernier moment en disant « J'ai demandé combien il y aurait de morts, on m'a dit une cinquantaine. » J'ai dit « Mais quand même, notre drone était inhabité, il n'y avait pas d'humains, on ne va pas tuer 50 personnes pour un drone non habité. » Donc il s'est construit comme ça cette image du président qui n'aimait pas la guerre. C'est lui qui a signé, enfin c'est Pompeo,
son secrétaire d'État, l'accord avec les talibans, l'accord de Doha, qui a ensuite été mis en œuvre de manière catastrophique par Biden, mais c'est sous l'égide de Trump que ça s'est fait. Donc il y a eu toute cette période où on avait effectivement l'impression que cet homme n'était pas forcément isolationniste, ou en tout cas pas totalement isolationniste, mais qu'en tout cas il n'était pas attiré par les opérations militaires extérieures comme la tradition des néoconservateurs l'avait instauré. Et on a un deuxième Trump qui, là, est l'exact opposé, puisqu'il prend visiblement un goût à être le commander-in-chief. Il a fait, avant même la guerre en Iran, il avait fait plus de bombardements en 1 an que Biden en 4 ans. Bombardement à l'étranger. Enfin, cette conversion, elle s'explique comment ? Alors, très clairement, Trump, en 2016, l'opposition aux guerres de Bush, aux guerres sans fin au Moyen-Orient, c'est une partie importante de sa campagne, de son attrait pour un certain nombre d'électeurs. Et moi-même, je dirais que le moment où il perce dans les primaires 2016, c'est en février, il y a un débat, il y a tous les candidats. À ce moment-là, le favori, c'est Jeb Bush. Encore un Bush, mais il y a aussi plein d'autres qui sont plutôt rattachés à la famille néoconservatrice. Et Trump... Dont Rubio. Absolument, qui était dans totalement cette mouvance, néoconservateur. Et Trump fait une diatribe qui est la première fois qu'un républicain, vraiment un politique républicain, condamne très fortement, dit que l'Irak a été un échec total, un cadeau à l'Iran, une erreur monstrueuse, s'en prend à Jeb Bush. Et donc, c'est une part essentielle de ça et promet la fin des guerres sans fin, etc. Et dans la dernière campagne, en 2024, pendant toute la campagne, il s'est présenté comme le président de la paix, après avoir passé 3 ans à dire que Biden, en livrant au compte-gouttes, en livrant une aide massive à l'Ukraine, mais sans engager de soldats américains au sol, allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bon. Donc, absolument, il y a un revirement. Et d'ailleurs, il y a une partie de ses électeurs, même si là, on est encore au début de l'opération, donc ça reste, il garde quand même des soutiens, mais il y a beaucoup de gens quand même qui ont voté pour lui, là, qui sont déconcertés. Et effectivement, pendant le premier mandat, à l'été 2019, il avait fait faire demi-tour aux avions qui étaient déjà en vol pour frapper l'Iran. La légende veut que ce soit après un coup de fil de Tucker Carlson qui lui aurait dit justement, attention, ça va heurter ta base isolationniste, c'est pas bon. Tucker Carlson, podcasteur. Qui était à l'époque sur Fox News, il avait l'émission la plus regardée du pays, donc qui était une voix vraiment influente sur la population américaine. Et donc, il avait décidé de ne pas le faire. Mais cependant, dans son premier mandat, il avait quand même ordonné l'assassinat de Soleimani. Donc le chef des gardiens de la révolution iranienne, qui avait été tué par un missile américain à Bagdad. À Bagdad, voilà. Donc il y avait quand même, et c'était déjà l'Iran, et il y avait ça. Mais effectivement... Et il avait bombardé aussi la Syrie. Il avait bombardé la Syrie, absolument. Parce que je me souviens de ça, parce qu'il il dînait avec Xi Jinping en Floride. Et il lui avait dit à un moment... Il lui a dit, pendant que nous parlons, les avions sont en train de... Oui, c'est vrai. Il y a une scène extraordinaire parce que Xi Jinping lui dit 3 fois de répéter. Il l'interprète parce qu'il n'en croit pas ses oreilles. Oui, c'est vrai. Et donc... Mais encore une fois, dans la campagne pour ce second mandat, donc sa 3e campagne, il n'a cessé de répéter que lui serait le président de la paix, c'est pour ça qu'il brigue le Nobel, etc. Je pense que, sur l'isolationnisme, quand même, un point, parce qu'il y a Trump, l'homme, effectivement, c'est le commandant en chef, il a vraiment la main sur la politique étrangère, et puis il y a à comprendre aussi ce qui se passe dans son entourage et au sein du Parti républicain. Je pense que dans le rejet des néoconservateurs, donc des interventions pour défendre un système, un ordre international fondé sur les règles, le multilatéralisme et éventuellement
répandre la démocratie parce que les États démocratiques se font moins la guerre, etc. Bon, toutes ces idées-là ont été clairement rejetées, mais y compris chez une grande partie des intellectuels conservateurs qui ont fait le constat d'échec de cette approche, etc. Donc c'est un rejet de l'utilisation de la force militaire pour d'autres, pour ses intérêts un peu plus larges, des biens communs, ou voilà. Mais ce qu'on constate depuis le retour de Trump, et je crois qu'il y a vraiment des étapes qui sont importantes, mais l'année dernière, en juin 2025, au moment de la guerre des 12 jours, au début, il ne voulait pas intervenir. Il a été convaincu à la fois par Netanyahou et par des gens dans son entourage qui lui ont dit qu'il n'y a aucune occasion unique de mettre fin au programme nucléaire iranien, seuls les Américains ont la bombe nécessaire, etc. Donc il y allait, il s'est retiré au bout de 12 jours en déclarant la mission accomplie, ce qui visiblement n'était pas le cas, mais ça lui a donné déjà un degré de confiance. Là où il y a un élément qui rajoute encore dans cette confiance, c'est l'opération, l'enlèvement de Maduro au Venezuela, il s'est vraiment délecté du côté spectaculaire de cette opération, qui était de fait assez techniquement spectaculaire. Il a pris confiance. Et vis-à-vis de l'Iran, aux États-Unis, il y a cette idée aussi que finalement, on craignait beaucoup de représailles après l'assassinat de Soleimani. Il n'y en avait pas eu tant que ça. Même chose après la guerre des 12 jours en 2025. Donc, une espèce de croyance que finalement, l'Iran n'allait pas oser répliquer ou n'avait pas les moyens. Et puis, je crois que ce qui est fondamental comme différence entre le second mandat et le premier, chez Trump, et là où il a changé, c'est qu'il ne peut pas se représenter, il le sait, il n'a pas envie, il a l'air et il est avant tout préoccupé par son héritage, par la trace qu'il va laisser, la marque qu'il va laisser dans l'histoire. Vraiment, c'est quelque chose il en parle souvent. Sur un autre registre, c'est la même chose quand il rase l'aile est de la Maison Blanche. C'est quelqu'un qui, il a fait toute sa carrière dans l'immobilier en mettant son nom. En gros, là, il veut laisser sa trace, il veut laisser sa marque dans l'histoire. Mettre son nom en filigrane sur la Maison Blanche. Voilà, réussir à entériner ce changement. Il se voit lui aussi comme un agent du changement, quelqu'un qui va changer le statu quo. Et je pense qu'il a fait le constat que finalement le commerce, les droits de douane, les conséquences, ça ne va pas si vite que ça. Même parfois, la Cour suprême décide qu'il n'a pas le droit. Alors que l'outil militaire, finalement, il a quelque chose de très puissant. C'est lui le chef, il décide assez seul. Aussi parce qu'il n'a que des gens à sa botte dans ce second mandat. Et donc, il prend et puis, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des risques. Ça, il faut le reconnaître. C'est dangereux pour nous, là, aujourd'hui. Mais ça me semble des points importants. Mais jusqu'où sa base le suivra dans ses aventures militaires ? Jusqu'au moment où les cercueils arriveront Parce qu'il a eu de la chance jusqu'à présent, très peu de victimes américaines. En 2025, il n'y en a eu que 2 qui étaient tués dans une embuscade en Syrie. Et là, dans la guerre d'Iran, on est très loin de ce que les États-Unis ont connu en Irak ou en Afghanistan. Est-ce que c'est la limite du soutien plus ou moins conditionnel que lui apporte sa base ? Alors, pour l'instant, mais on n'est qu'à 12 jours de l'opération, pour l'instant, sa base, le socle, le cœur de la base continue à le suivre. En revanche, il est déjà en train de perdre des gens qui perdent depuis un moment, qui sont le reste de la coalition victorieuse de 2024, des gens qui avaient voté plutôt sur l'économie ou des jeunes qui ont voté sur la fin des guerres sans fin, etc. Les jeunes hommes en particulier. Là, il est déjà en train de les perdre. Il y a beaucoup de gens, on voit des témoignages, justement de jeunes gens qui s'étaient engagés dans l'armée parce que c'est
possibilités de carrière dans beaucoup, notamment dans les États du Sud, ou là où il y a des familles militaires, qui ne s'attendaient pas du tout à risquer de se retrouver mobilisés dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient soudainement. Donc, bien sûr, il y a l'impact sur les prix de l'énergie, ça inquiète énormément son parti, le Parti républicain, parce que pour l'instant, c'est que l'énergie, évidemment, aux États-Unis, et notamment dans ces milieux ruraux républicains, on ne peut rien faire sans voiture, donc le prix à la pompe, c'est absolument crucial. Ça va avoir un impact aussi sur les prix même des denrées alimentaires, et on a des midterms qui approchent dans quelques mois. Dans 8 mois, et il y a énormément d'Américains qui ont voté pour Trump parce que sous Biden, il y avait eu la plus importante inflation depuis 40 ans, que le coût de la vie augmentait. Donc évidemment, il perd des gens. Alors, ce qui est curieux, c'est que, mais pas complètement finalement, mais il a l'air de s'en préoccuper assez peu, mais il préférerait que les républicains gagnent les midterms, mais je crois qu'il s'en fiche un peu. En fait, encore une fois, il n'est pas sur le ticket, lui, il reste président. Dans tous les cas, un président en second mandat, et surtout en fin de second mandat, se concentre sur la politique étrangère. Encore une fois, c'est dangereux pour le monde aussi, parce qu'il a les mains assez libres. Ça, c'est lié à l'évolution du système institutionnel américain. Mais effectivement, il y a un gros risque pour lui, d'autant plus qu'il y a quand même un point qui monte au sein notamment chez les plus jeunes, et qui semble même diviser un peu par génération, les évangéliques notamment, c'est la proximité avec Israël et cette idée que les États-Unis, encore une fois, se trouveraient entraînés dans une guerre au Moyen-Orient pour défendre les intérêts d'Israël. Israéliens avant Mais je crois que tu as fait ta thèse sur le rôle du Congrès dans la politique étrangère. Oui. Ce qui, aujourd'hui, est quasiment zéro. Absolument. Non, mais ça, c'est un grand paradoxe. Alors, il y a une évolution de longue date aussi, qui est que le Congrès a renoncé à son rôle en politique étrangère, en tout cas se montre très déférent vis-à-vis du président. Et la polarisation empêche aussi le fonctionnement du Congrès tel que l'avaient imaginé les pères fondateurs, en quelque sorte, dans une grande partie de l'histoire des États-Unis. On avait énormément de votes transpartisans, notamment sur la politique étrangère. En fait, aux États-Unis, à partir des années 80-90, on a vraiment une polarisation de plus en plus forte et de moins en moins de points communs et de votes de démocrates qui votent avec les républicains ou inversement. Et aujourd'hui, on arrive mais ça fait déjà quelques cycles, ça commence la première plateforme nationale de l'époque contemporaine, c'est en 1994, quand les républicains reprennent le Congrès. Et en fait, ça paralyse le Sénat en particulier, puisqu'il faut une super majorité pour un certain nombre de votes. Et cette polarisation fait aussi... Enfin, on a à la fois la polarisation, qui est un des deux faits politiques majeurs, mais aussi le fait que ce pays est déchiré en deux camps de forces quand même quasi égales. Depuis, le symbole, c'est un peu l'élection de 2000, tu sais, où on avait c'était Al Gore, Bush, Bush. Bon, finalement, qui jouait à quelques voix. Voilà, en fait, c'est Gore qui avait gagné, mais la Cour suprême a tranché pour Bush grâce à... Enfin bref, on ne va pas refaire cette histoire-là. Et donc, les marges sont extrêmement étroites, ce qui rend aussi difficile le fonctionnement du Congrès. Mais je dirais que, oui, le parti républicain reste complètement inféodé à Trump parce qu'il conserve son emprise sur les électeurs, sur la base MAGA, qui constitue l'électorat des primaires républicaines. Or, aux États-Unis, sans aller trop dans les détails du système électoral, mais on estime que à peine 10% des circonscriptions sont réellement compétitives. C'est un pays qui pratique, alors encore plus récemment, mais depuis très longtemps, le redécoupage pour garantir un siège à tel ou tel parti. Et donc,
les élections se jouent beaucoup dans les primaires. Et dans les primaires, ce sont les électeurs les plus engagés, motivés, souvent les plus radicaux, qui se mobilisent. Et c'est comme ça qu'on a Trump, en fait, qui compte encore beaucoup. On l'a vu encore, il y a eu une primaire en Géorgie la semaine dernière, et il y avait plus de 15 candidats, je crois. Suite à la démission de Marjorie Taylor Greene, grande figure du Trumpisme des origines, mais qui a rompu, en particulier, entre autres, sur la politique étrangère. Et le candidat qui est en tête, c'est celui qui a été adoubé par Trump. Et c'est encore quelque chose qu'on observe dans la majorité des primaires de ce cycle, encore en 2026. Alors, une partie de son... Tu disais, il pense à la trace qu'il va laisser. Une partie de cette trace, elle sera déterminée par son héritier. Donc, qui lui succédera, que devient le Trumpisme sans Trump? Est-ce que le Trumpisme existe encore sans Trump? Et là, on a ces deux figures qui ne sont pas exclusives, mais enfin qui sont quand même ceux qui occupent la place, qui sont J.D. Vance, le vice-président, et Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui représentent deux facettes de cette coalition. Oui, absolument. Alors la question, moi je pense que le Trumpisme au sens de la transformation du parti républicain éloigné du parti de Reagan et vers ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là pour durer. En revanche, je ne sais pas si un candidat a la capacité de réunir cette coalition à la manière de ce que Trump a réussi à faire. Vance et Rubio, c'est vrai que c'est assez fascinant à regarder, sachant que chacun aussi est tenu par son rôle dans l'administration. Vance, c'est le vice-président, Rubio, secrétaire d'État, et figure un peu de la politique étrangère telle qu'elle est menée. On a vu que les deux dernières opérations, à chaque fois, il y avait Rubio aux côtés de Trump et pas Vance. Donc évidemment, ça... Et puis surtout, Vance, l'ADN de Vance, qui est un ancien Marines, qui avait été déployé en Irak, sa première prise de parole... en tant que sénateur, ça avait été un op-ed, donc un éditorial dans le Wall Street Journal, il soutenait Trump parce que ce président, disait-il, n'allait pas nous engager dans des nouvelles guerres inutiles au Moyen-Orient. Donc là, c'est vrai qu'il est assez silencieux, il est obligé de soutenir son président, c'est le vice-président, mais c'est assez intéressant. En fait, il y a plusieurs choses que je trouve fascinantes, parce que comme vice-président, Trump a hésité jusqu'au bout entre Vance et Rubio. Un certain nombre de gens lui ont soufflé plutôt Vance. Et de par sa jeunesse, c'est vrai que Vance a 41 ans, Rubio a un peu plus, 5 ans, deuxième partie de cinquantaine, je crois. Mais Vance est très jeune, donc il y avait un côté, c'est le dauphin, c'est l'héritier. Il est très proche. Vance, c'est quelqu'un qui a courtisé tout le monde, toutes les personnes qui comptent dans la galaxie MAGA, écosystème trumpiste au sein du parti. Donc, il est proche de tout le monde. Et aussi de Peter Thiel, puisque c'est Peter Thiel qui son parrain en politique. Qui a été son vecteur. Absolument. Thiel a été son parrain en politique et son meilleur pari. Et son banquier aussi. Et son banquier. Oui, Thiel a fait un pari gagnant sur Vance, ça c'est certain. Ces derniers temps... alors Trump joue de cette rivalité, évidemment, parce que c'est ce qui lui permet de rester dans le jeu, de rester pertinent jusqu'au bout, et on peut compter sur lui pour jouer dessus jusqu'au bout. Et comme je le disais, on voit dans les primaires que qui Trump va choisir, c'est quelque chose qui va compter. Donc c'est extrêmement important. Vance, en plus, au départ, moi, je trouvais qu'il manquait un peu d'aisance. C'était pas quelqu'un d'extrêmement charismatique, mais c'est quelqu'un qui apprend vite, qui est intelligent. Donc, je pense que Trump se méfie. Bizarrement, Trump se méfie davantage de Vance que de Rubio. Mais bon, c'est cohérent, puisque Vance, c'est quelqu'un qui s'inquiétait de savoir si Trump pouvait devenir le Hitler de l'Amérique avant de finalement devenir son plus grand fan. C'est quelqu'un qui a
qui a changé de nom 3 fois, enfin qui a changé d'avis sur ses convictions profondes plusieurs fois, donc qui peut trahir. Ouais. Parce que je pense qu'encore une fois là-dessus, ce qui préoccupe Trump, c'est lequel va aussi continuer son œuvre, entre guillemets, sa manière d'avoir transformé les États-Unis. Bon, après, c'est vrai que 2 ans et demi, c'est une éternité en politique, donc j'aurais du mal à dire des choses encore... Oui, surtout qu'il y aura les midterms entre les deux qui changeront quand même les équilibres politiques, oui, puis vraisemblablement. Rubio est très rattaché à la politique latino-américaine. Donc, si quelque chose tourne mal au Venezuela, bon là, on a plutôt l'impression que c'est au Moyen-Orient que ça peut mal tourner, mais voilà, chacun peut être aussi rattaché à ça, et Rubio davantage, puisqu'il a davantage de responsabilités en tant que secrétaire d'État que Vance en tant que vice-président, finalement. Et des dossiers qui peuvent mal tourner, effectivement, type Iran. Et il y aura Cuba, sans doute, l'étape suivante, absolument, qui tient particulièrement à cœur à Rubio, qui est issu d'une famille d'émigrés cubains. Bien sûr, après, après, il y a toujours... Vance, c'est aussi le premier dans la ligne de succession d'un président qui n'est plus tout jeune. Donc, ça rebattrait évidemment complètement les cartes. Vance permet de faire une transition vers nous, les Européens, puisque le deuxième mandat a commencé par ce discours de Munich de J.D. Vance qui a, je pense, beaucoup plus choqué l'Europe que la réélection de Trump elle-même, qu'on a compris on était entré dans une autre époque. Pourquoi ils sont aussi hostiles à l'establishment européen au profit de l'extrême droite? Quel est l'enjeu réel? Je comprends l'enjeu idéologique pour des gens comme Bannon, qui ont établi des liens avec l'extrême droite européenne depuis longtemps, mais Trump, quel est son intérêt dans cette affaire? Je pense qu'il y a une convergence de plusieurs choses. Trump, il voit le monde en termes économiques, donc il regarde l'économie, la puissance économique. Quand on regarde les documents stratégiques aussi, on voit la région d'avenir, c'est l'Indo-Pacifique, parce que c'est là où il y a la croissance. L'Europe a une part déclinante dans l'économie mondiale et ne compte pas. Il y a aussi une projection de l'Union européenne comme l'équivalent un peu des démocrates aux États-Unis, donc ces espèces d'entités libérales, woke, qui fait du multilatéralisme, qui veut la diplomatie, le droit, etc. Donc tous ceux contre quoi Trump s'est construit Bon, après, je pense que sincèrement, Trump, il aimerait bien avoir des leaders que tout le monde soit comme Orban, obsédé par l'immigration comme lui fasse des courbettes et des beaux cadeaux. Il aime bien ça, on sait ça. Vance, c'est très idéologique aussi. Tout ce mouvement national conservateur est extrêmement hostile à l'Union européenne. Pour eux, les relations internationales, c'est un monde d'États-nations et c'est un monde qui est régi par des rapports de force. Donc, quand Trump vient et veut annexer le Groenland, il teste aussi la solidité la colonne vertébrale de ses leaders, et ça l'amuse en fait. Il aime bien ce côté rapport de force. Il voit aussi les relations internationales comme des relations interpersonnelles, comment lui s'entend avec tel leader, et il a tendance à faire une équivalence entre ça et les relations entre les États-Unis et le pays en question. Donc voilà, après, au-delà, il y a aussi, tous ces personnages de la Silicon Valley, on en a énormément dans l'administration aussi. Eux, ils ont tout intérêt à s'élever contre les réglementations. La régulation européenne. La réglementation européenne sur le DSA, le DMA, etc., les grandes nouvelles législations sur le pouvoir de ces entreprises. Il y a des côtés de longue date qui sont dits juste de manière beaucoup plus brutale sur le fait que les pays européens sont
comme on dit, des free riders, des profiteurs du parapluie américain, ne dépensent pas assez pour la défense, devraient dépenser plus, etc. Ça aussi, tout cela, tous ces éléments sont des facteurs. Et puis, je pense, par contre, ce serait une différence entre Rubio et Vance, par exemple, entre un président Rubio et un président Vance. Chez Vance, il y a vraiment cette idée, il va encore plus loin que Trump, sur le fait qu'il faut... lui, il est plus franchement isolationniste. Et donc, dans les corollaires, il y a cette reconfiguration, voire cette suppression d'un certain nombre d'alliances qui ont fait leur temps. Je pense que pour certains, si le Groenland, dont on va peut-être encore entendre parler, si ça fait exploser l'OTAN, c'est pas grave. Alors que quelqu'un comme Rubio n'est pas du tout sur cette ligne. C'est quelqu'un qui voit l'utilité de l'OTAN, y compris dans le contexte actuel, avec une autre politique étrangère américaine. On n'a pas fini de parler de Trump, à la fois dans ce qu'il fait lui-même, c'est-à-dire, exemple, l'Iran, mais aussi dans les ingérences qu'on risque d'avoir, notamment dans les élections européennes. Je pense que ça va être un gros sujet dans les prochains mois. Surtout que la France est l'année prochaine en France. Un joyau, un élément important. Ils regardent beaucoup la Grande-Bretagne, mais je pense que la France, symboliquement, c'est très important. Et oui, il faut être vigilant. On n'a pas fini de voir des ingérences, Maga. Merci Maya. Merci Pierre.